Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. Ce numéro s'intéresse à la décentralisation. Comment sont gérées les communes? Quels sont leurs atouts? Disposent-elles d'assez de moyens pour répondre aux besoins de leurs administrés? Une répartition équitable des fonds est-elle possible au vu des challenges et réalités de chaque commune? Des questions auxquelles répondra en seconde partie de ce numéro Damien Makon-Maoum. Il est conseiller municipal de la commune de Matambe, dans le Nion-Ekele, région du centre du Cameroun. Mais tout d'abord, on va regarder ce sujet sur les revendications portées par l'association Villes et communes unies du Cameroun qui exige une juste répartition du budget, une même cagnotte et la gestion des fonds qui ne tiennent compte des péréquations. Dans le sujet qui va suivre, vous verrez que le quota des 15% promis à ces organes, que sont les 36 communes, les 14 communautés urbaines d'arrondissement et les 10 régions, sont à peine appliqués sur le terrain. Un élément que signe Jean-Marie Onambélé. Les communes et villes unies du Cameroun, depuis des années, exigent une juste répartition du budget que l'État alloue aux communes. Pour ces responsables, il faut mettre tout cet argent dans une même cagnotte. Il faut aussi procéder à une péréquation plus équitable. Il y a des ministères qui donnent trop de ressources à très peu de communes. 20% des communes reçoivent des transferts de crédit quand 80% attendent les mêmes vides. Dans ce plaidoyer agressé au chef de l'État, Paul Biya, les communes et villes unies du Cameroun, qui regroupent 374 communes et communautés urbaines, proposent l'ouverture d'un dialogue avec les autorités administratives pour revisiter la répartition de la dotation de 15% prélevée sur le budget de l'État chaque année pour financer les collectivités territoriales décentralisées. De l'avis d'Augustin Tamba, président du CEVUC, la répartition actuelle est inégale. En valeur relative, l'enveloppe actuelle destinée aux communes représente environ 8% du budget général de l'État du Cameroun de l'exercice 2023 qui s'équilibre en ressources et en charges à 6 345,1 milliards de francs CFA. En clair, l'on est encore loin du compte pour ce qui est du respect du quota de 15% fixé par la loi de décembre 2019 portant code général de collectivités territoriales décentralisées qui en sera à sa 4e année de mise en œuvre. Ces ressources destinées aux 10 conseils régionaux, aux 14 communautés urbaines et aux 360 communes seraient pourtant de loin plus importantes si toutes les administrations se hâtaient au même rythme en termes de transfert des compétences et des ressources y liées. Le 6 septembre 2023, à 3 mois de la fin de l'exercice, le président de la République Paul Biya, dans un décret, a fixé la répartition de cette dotation générale de la décentralisation aux collectivités territoriales et aux régions. De façon détaillée, cette dotation générale est subdivisée en deux parties. La première, la dotation générale de la décentralisation, volet fonctionnement avec un peu plus de 137 milliards de francs CFA et la dotation générale de décentralisation, volet investissement qui bénéficie d'une enveloppe d'un peu plus de 115 milliards de francs CFA. En outre, les 10 régions se sont vues dotées d'un montant de 30 milliards de francs CFA, soit 3 milliards de francs CFA par région. À présent, cet entretien accordé par Damien Makon-Maoum à l'équipe d'Afrobusiness. Il est conseiller municipal de la commune de Matambe, c'est dans le Nion-Ekele. On regarde et on se retrouve juste après. Damien Makon-Maoum, bonjour et bienvenue dans Afrobusiness. Bonjour madame. Alors nous parlons décentralisation aujourd'hui avec la question de savoir en termes simples c'est quoi la décentralisation et à quoi est-ce qu'elle sert? La décentralisation, c'est un processus qui consiste à amener au plus près de ceux qui subissent la décision le pouvoir de décider. Est-ce que décentralisation forcément égale réforme? Oui, parce que nos États ont été essentiellement centralisés. C'est pour cela que nous considérons aujourd'hui, chaque fois qu'il y a décentralisation, on envisage qu'il doit y avoir un certain nombre de réformes. Mais il faut dire que pour ce qui est du Cameroun, par exemple, ces réformes sont entreprises depuis 1996 avec notre constitution. Plus tard, on aura les lois d'orientation de la décentralisation de 2004. Plus tard encore, celle sur l'urbanisme, sur la fiscalité locale en 2012, et le Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019, qui est le parachèvement de tout ce processus normatif. Alors, l'objet de la décentralisation, entre autres, est d'assurer les libertés locales ou territoriales. Il en est de même que la libre administration des collectivités, laquelle suppose que celle-ci ait des compétences et des ressources, comme suggère l'article 26.2 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996. Vous venez d'ailleurs de l'évoquer. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste une
théorie, peut-être, ou Non. presque. Ce serait nihiliste que de considérer que c'est juste une théorie, que c'est une coquille vide. Non, ce n'est pas vrai. Depuis 2019, par exemple, le législateur camerounais a compris l'urgence qu'il y avait à orienter la dévolution du pouvoir au Cameroun vers cela, vers la décentralisation, parce que il est vrai qu'aujourd'hui encore, des gens pensent qu'on peut gérer tout le budget du Cameroun à partir de Yaoundé, mais il est aussi vrai qu'un certain nombre de pas sont faits à compte-gouttes peut-être, mais oui. Aujourd'hui, vous voyez des articles 26 et 27, un ensemble de compétences qui sont exercées par les collectivités territoriales décentralisées avec les moyens, un ensemble de moyens qui ne sont pas toujours, qui ne suivent pas toujours, mais en partant de l'éducation à l'artisanat, en passant par la santé et tout ça, un ensemble de compétences qui étaient d'antan gérées par le gouvernement central ont été transférées aux collectivités territoriales décentralisées, entendez les régions et les communes. Maintenant, il se trouve que malheureusement, en violation flagrante des articles 25, 26 et 27 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, les compétences sont transférées et malheureusement les moyens financiers qui peuvent permettre l'exercice efficient de ces compétences ne suivent pas. Et c'est là tout le boulot auquel s'attellent le CEVUC et le Sénat aujourd'hui au Cameroun. Parlons justement de ces financements, M. Makonma. Il apparaît que pour l'année 2023, le total des ressources affectées au financement de la décentralisation dépasse plus ou moins les 252 milliards de francs CFA, en hausse d'un peu plus de 12 milliards par rapport à 2022, où la dotation générale de la décentralisation était quant à elle de 240 et poussières,2 milliards de francs CFA. Est-ce que ce montant a effectivement rétrocédé aux différentes communes et régions qui les méritent? Alors, avant d'évoquer la question de la rétrocession de ces finances, ces montants aux collectivités territoriales décentralisées, permettez-moi d'abord de dire que à la lecture de ce décret du président de la République du 6 septembre dernier, il m'a laissé pantois parce que il m'interroge sur un certain nombre de points. Tout d'abord sur le timing. Je dois avouer que par rapport à l'année dernière où le président de la République avait sorti ce décret à l'année N+1, c'est-à-dire en janvier 2023 pour ce qui était de l'exercice 2022, cette fois-ci quand même il a fait un effort de 3 mois, mais je considère que c'est toujours tard. Pourquoi est-ce que c'est tard? Lorsque ce genre de décret voit le jour sur la place publique, il faut donc comprendre que les collectivités territoriales décentralisées l'intègrent dans leur budget comme des autorisations spéciales. Et il faut savoir que les fonds qui sont alloués au fonctionnement ne doivent pas dépasser un exercice. C'est-à-dire que la clôture des engagements étant au 30 novembre de l'année de référence, on ne peut pas, pour ce qui est des fonds de recettes de fonctionnement, on ne peut pas les engager au-delà. Ce n'est pas le cas des recettes d'investissement qui peuvent aller jusqu'à N+2. Donc, du 6 septembre au 30 novembre, vous voyez quand même qu'il y a tout au plus 2 mois pour engager une enveloppe totale de 157 milliards pour ce qui est de ce décret. C'est beaucoup. Je parle des fonds réservés au fonctionnement, 157 milliards. Donc, c'est assez court. Le chef de l'État gagnerait en promulguant la loi de finances de l'année, à promulguer aussi. Mais je comprends. L'idée derrière, c'est de cacher le montant exact qui est alloué à la dotation générale de la décentralisation. Je viens donc à mon deuxième point d'incompréhension, celui du montant. 252 milliards. Je rappelle que pour l'exercice 2023, les recettes de l'État du Cameroun étaient de 6 345 milliards par là. Or, l'article 25, alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales décentralisées stipule que les recettes de la dotation générale de la décentralisation ne peuvent pas être inférieures à 15%. Lorsque vous prenez 6 345 milliards, vous faites 15%, vous êtes autour de 951 milliards. Bon, il y a une école du RDPC qui veut nous faire croire que c'est l'article 25, alinéa 2, traite essentiellement des ressources propres. C'est-à-dire que vous devez savoir que les recettes de l'État sont des ressources propres, des ressources issues des emprunts et des dons. Bon, cette école-là, elle considère que les emprunts et les dons, puisqu'ils sont donnés
pour un but bien précis par les bailleurs de fonds ne peuvent donc pas être comptabilisés dans l'assiette à reverser aux communes. Soit, même si on leur concède cela, madame, il reste quand même 4 700 et poussières de milliards. Et si vous en faites 15%, vous êtes autour de 750 milliards. Au minimum, qui devrait être alloué aux collectivités territoriales décentralisées au terme de la dotation générale de la décentralisation. On peut donc comprendre, je ne sais pas, d'aucuns parlent de 8-9%, je ne sais pas d'où ils sortent ce calcul, 252 milliards sur 6 345 milliards, je suis sûr que nous ne sommes pas à plus de 4%. Donc, madame, c'est une forte entourloupe. Il faut continuer à se battre au sein du CEVIC, au sein du Sénat, pour que les engagements pris dans le Code général des collectivités décentralisées par le chef de l'État puissent être tenus. Alors, maintenant, pour ce qui est, je termine par là, pour ce qui est de l'allocation de ces ressources, elle dépend essentiellement de deux facteurs. Ces deux facteurs dépendant eux-mêmes des acteurs. D'un côté, les collectivités territoriales décentralisées, d'un autre côté, le ministère des Finances, le Mindevel et les sectoriels. Au niveau des collectivités territoriales décentralisées, je vous l'ai déjà dit, il faut, sous forme de délibération, considérer ces fonds-là et les mettre en utilisation sous la forme d'autorisation spéciale, parce que ce n'était pas prévu dans les budgets primitifs. Il faut donc les intégrer dans les budgets de ces collectivités sous la forme d'autorisation spéciale. Pour ce qui est du fonctionnement, puisqu'on a tout au plus 2 mois devant nous, il faut à tout prix engager un certain nombre d'actions pour que cela puisse être consommé dans les 2 mois. Et donc, il faut absolument que les exécutifs communaux appellent leurs conseils municipaux, conseils régionaux pour tabler sur la façon dont cet argent va être utilisé et que cet argent soit engagé au plus tard le 30 novembre de l'année en cours. Pour ce qui est des fonds issus de ce décret-là et relatifs à l'investissement, oui, on verra avec le temps comment avancer. Alors, donc ce qui veut dire, monsieur, qu'on court le risque d'aller dans la précipitation juste pour avoir un budget consommé dans les temps? Non, pas dans la précipitation. Je présume quand même qu'il y a un ensemble de poches de dépenses liées au fonctionnement qui n'étaient pas encore pourvues parce qu'il n'y avait pas de moyens. Et donc, il faut simplement faire des glissements d'écriture pour qu'on puisse intégrer cela avant la fin des engagements. Je précise, pour ce qui est des recettes de fonctionnement, mais pour les recettes d'investissement, elles peuvent aller jusqu'à l'année N+2. Donc là, nous avons encore le temps, nous, dans les exécutifs, dans les conseils municipaux et régionaux, nous avons encore le temps de plancher dessus. Alors Damien, vous parliez de moins de 4%, tout au plus, de ce budget, au vu des challenges sur le terrain, vous notamment du côté de Macon, parce que 15% du budget total de l'État, tous ces organes, au vu du travail sur le terrain, il y a plein de questionnements qui restent autour. Oui, c'est-à-dire que pour nous, 15% n'est déjà pas suffisant. Maintenant, s'il faut encore batailler... Regardez, madame, je crois qu'il y a un souci énorme dans la décentralisation au Cameroun. Il y a une loi qui fait obligation au gouvernement de céder 15% du budget des recettes de l'État aux collectivités territoriales décentralisées. Il y a, qu'en début d'année, on a voté une loi de finances. Et il y a qu'il faut encore que le premier citoyen de cette République, le président de la République, rappelle aux ministres qu'ils doivent s'exécuter, qu'ils doivent se soumettre à la loi. Il y a un problème. C'est-à-dire que si simplement pour transférer 2%, 3%, 5% des recettes de l'État aux collectivités territoriales décentralisées, il faut encore que le chef de l'État intervienne, alors il y a un problème. C'est dire qu'il y a à Yaoundé une bureaucratie qui ne veut pas lâcher du lest, qui freine des 4 fers pour pouvoir utiliser à Yaoundé les 6 000 milliards du budget de Cameroun. C'est tout simplement inadmissible. Il faut que nous avancions sur ce terrain-là. On parlait donc des challenges qui sont presque les mêmes dans toutes les communes d'arrondissement, les mairies et partout au Cameroun. Oui, bon, maintenant, il y a quand même une différence à faire entre les communes rurales et les communes de ville. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis conseiller municipal à Matom, nous n'avons pas prioritairement les problèmes d'ordures ménagères, on n'a pas... Il y a d'autres challenges. Ouais. Maintenant, je crois que ces fonds nous permettent de faire le minimum. Mais je fais partie de l'école qui pense que les communes doivent créer une masse importante de ressources propres.
ces ressources attendues de l'État sont importantes. Et ne me faites pas dire que nous ne voulons pas de ces ressources. Nous en voulons. Nous voulons d'ailleurs qu'au minimum, les 15% soient respectés. Mais en même temps, nous appelons nos pairs qui sont dans les communes de comprendre qu'aucune commune ne peut fonctionner sans ressources propres. J'explique. Aujourd'hui, vous arrivez dans des communes à avoir 6 mois, 7 mois, 9 mois d'arriérés de salaire parce qu'on attend soit des impôts soumis à péréquation, les CAC et autres, soit les impôts locaux qu'on ne parvient toujours pas à récolter. Résultat des courses, on a 6 mois, 7 mois, 8 mois d'arriérés de salaire. Or, pour ce qui est par exemple des communes rurales, vous avez comme première ressource, et c'est ce que nous disons toujours au PCN, la première ressource de l'homme africain, de l'homme camerounais, c'est la terre. Nous avons donc la terre qui constitue le sol et le sous-sol. N'ayant pas encore la technologie nécessaire pour exploiter le sous-sol, nous pouvons au moins exploiter ce qui est au sol, c'est-à-dire les arbres, etc. Il n'est pas acceptable qu'en 2023, une commune rurale n'ait pas une forêt communale, qu'une commune rurale n'ait pas des champs communautaires. Je vous parle là d'un ensemble d'éléments qui peuvent permettre aux communes rurales d'avoir des ressources nécessaires pour ne serait-ce que fonctionner. Acheter le carburant du maire, acheter l'encre pour les imprimantes, payer les salaires. Le ministre dit que les salaires sont les poches de dépenses prioritaires dans le fonctionnement d'une commune. Oui. Il n'est donc pas normal qu'au prétexte de n'avoir pas encore eu les CAC, on laisse des Camerounais croupir 6 mois, 7 mois sans leur salaire. Donc je crois qu'il y a un effort à faire, et je tenais vraiment à le préciser. Madame, chaque année, l'État, et ça au moins c'est sûr, l'État transfère au titre de la décentralisation et sans égard au niveau de la commune, à la dimension de la commune, 100 millions que vous utilisez en investissement et en fonctionnement. Et en même temps, le Minédub transfère ce qu'on appelle communément les quoi scolaires, le minimum, le paquet minimum. Imaginez que 10 communes dans mon Union Ekele natal, les 10 communes d'Union Ekele se décident à créer une petite entreprise qui produirait de la craie, des stylos à billes et des cahiers. Et les maires de ces 10 communes se décideraient à prendre l'argent qui résulte du paquet minimum et à acheter cahiers, stylos, etc. à cette entreprise-là. Tout au moins, chaque année, en septembre, cette entreprise pourrait rentrer dans son bénéfice et faire fonctionner. C'est-à-dire qu'on résout un premier problème, celui de l'emploi. Deuxième problème, la technicité qui est donnée aux populations d'Union Ekele pour la fabrication des stylos, de la craie, des cahiers, etc. C'est un petit exemple que j'ai pris, je prends un autre exemple. Par exemple, on pourrait envisager, aujourd'hui dans mon Union Ekele natal, le pain que nous consommons vient de Yaoundé. Vous pensez vraiment que dans les 10 arrondissements que compte l'Union Ekele, on ne peut pas envisager d'avoir, vous appelez ça comment, une boulangerie où on fabriquerait du pain et on demanderait à nos populations non plus de s'approvisionner à Yaoundé, mais de s'approvisionner directement à la boulangerie. Matom seul compte 26 000 âmes. Si vous multipliez 26 000, à considérer que dans chaque arrondissement, on a à peu près le même nombre d'habitants, 26 000 fois 10, on a 260 000 âmes qui vivent dans l'Union Ekele qui pourraient donc s'approvisionner en pain. Une fois, 2 fois par semaine, je dis n'importe quoi, auprès de cette petite entreprise qu'on aura créée. On a donc créé des emplois, ajouté de la technicité dans les esprits des enfants du Union Ekele, mais aussi on capte les éléments économiques qui tournent autour. C'est-à-dire que l'impôt est capté par les communes, etc., etc. Voilà un ensemble d'éléments que les communes peuvent, un ensemble de projets que les communes peuvent envisager en milieu rural pour permettre à ce qu'elles n'attendent pas essentiellement les crédits transférés. Donc, ce qui veut dire qu'il y a c'est peut-être des mauvaises stratégies ou des stratégies pas pensées du tout par ces mairies. Il faut dire que entre les maires d'hier et ceux d'aujourd'hui, il y a quand même une grande différence. L'un des avantages que nous avons en Matom, c'est que notre maire, notre exécutif communal, excelle dans la maturation des projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors qu'hier, dans une commune comme celle de Matom, on avait un budget de 242 millions parce qu'on comptait essentiellement dans les BIP et les crédits transférés. Aujourd'hui, nous sommes
un peu plus de 1 milliard. Bon, c'est exagéré, je le reconnais, un peu plus d'1 milliard, mais quand même, nous avons pu, en 2022, collecter 452 millions. Vous voyez, parce que nous arrivons à maturer les projets. Oui. Donc oui, il y a un manque de vision dans certaines communes, mais je crois que cela va en s'améliorant. C'est pour cela que le législateur, pour ce qui est de la loi de 2019, 2019/024 du 24 décembre 2019, a pensé que chaque fois qu'un nouveau conseil est élu, durant les 3 premiers mois, les conseillers doivent se faire former et ceux qui sont dans l'exécutif communal pour qu'ils puissent intégrer un certain nombre de réflexes dans la gestion de la collectivité territoriale décentralisée. Alors on disait justement, on l'a déjà dit, et avec ce budget qui n'est déjà pas respecté, on a les plaintes des communes, on a eu l'association des communes, villes et unies du Cameroun qui exigeait d'ailleurs une répartition du budget à la même cagnotte. Ensuite, on proposait également, selon le président des CEVIC, de procéder à une péréquation plus équitable. Est-ce que cela est possible? On a quand même des mairies plus grandes que les autres. On a des mairies plus petites avec des challenges, certes, mais pas au même niveau que les challenges des plus grandes mairies, des plus grandes communes. Alors, il faut déjà dire que l'esprit de la péréquation est d'annihiler les différences qui existent entre les communes. J'explique. La commune de Douala-Premier a en son sein le port. Oui. Elle a en son sein un ensemble de grandes entreprises dont la TDL dans cette commune est très élevée. L'esprit de l'État et l'esprit du législateur, même du jurislateur dans cette affaire-là, est de faire en sorte que les communes qui n'ont pas ce genre de ressources ne soient pas lésées. C'est pour cela que je vous ai expliqué que la dotation générale de la décentralisation a d'abord une première poche de 100 millions qui est donnée aux 360 communes sans égard à la dimension de la commune. D'abord, 100 millions à toutes les communes. Maintenant, lorsqu'on a fini, il faut quand même se rappeler que c'est à Nguélémendouka qu'on sort le bois. Il faut se rappeler que c'est à Guidigis qu'on sort de l'or. Il faut se rappeler que c'est à Ndjobé Penja qu'on sort la banane, le poivre, etc. Il faut se rappeler que c'est à Matom, je dis n'importe quoi, qu'on fera désormais le plus bon pain du Cameroun. Et donc, dans ces conditions-là, les ressources captées dans ces communes doivent profiter prioritairement, mais pas essentiellement, prioritairement à ces communes, pour qu'il y ait quand même une sorte de justice. C'est-à-dire que ces communes font un effort pour que la nation tout entière puisse vivre, mais il faut quand même reconnaître que cet argent est produit quelque part. Donc, oui, je comprends l'intention du CEVIC, mais je dis qu'au-delà de cela, il faut quand même une certaine justice, une certaine équité vis-à-vis des communes qui font ces efforts. Alors aujourd'hui, on parlerait plus de transfert de compétences. Vous l'avez certes dit, et pas de transfert des ressources. On a l'impression qu'aujourd'hui, que tous les ministères ne participent pas financièrement à faire leur travail sur le terrain. Alors, le Code général des collectivités territoriales décentralisées fait obligation aux ministères et autres sectoriels qui transfèrent des compétences de les transférer en même temps avec les ressources nécessaires à l'exercice plein de ces compétences-là. Je vous rappelle d'ailleurs, madame, si je ne m'abuse, l'article 29 de ce code exige que même si les compétences étaient exercées avec l'utilisation du matériel, les chaises, les ordinateurs, etc., que ce matériel-là soit transféré aux communes, pour que les communes, aux collectivités territoriales décentralisées, peut être la commune ou la région, pour que l'exercice de cette compétence-là soit effectif. Or, qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, bon an, mal an, les ministères, les autres ministres et directeurs généraux transfèrent les compétences, malheureusement, retiennent les finances. C'est exactement l'allégorie du vieux qui vous donne la chèvre et arrête la corde pour que vous ne puissiez rien en faire. Non, je crois que l'État du Cameroun doit s'engager à respecter les lois de notre pays. Si on crie à eu et à dire depuis longtemps que l'article 66 de notre Constitution n'est pas respecté, même par le premier citoyen, il ne faudrait pas que le Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui a été obtenu de haute lutte
par l'opposition de ce pays soit piétiné à l'aune de l'appétit insatiable des ministres qui sont à Yaoundé. Ils doivent résolument s'engager à respecter les lois de notre nation. Alors, est-ce que vous avez peut-être des propositions pour un meilleur satisfecit de tous? Alors, vous devez savoir que la Chambre haute du Parlement, qu'est le Sénat, a deux missions. En plus de la mission de légiférer et contrôler l'action du gouvernement, qui est la mission principale du Parlement, que ce soit la Chambre haute ou la Chambre basse, elle a une troisième mission qui est essentielle, celle de représentation des collectivités territoriales décentralisées. Parce qu'on a voulu que lorsque les maires et leurs exécutifs sont en bas, il y a un pont entre eux et les ministères et la présidence de la République. Ceux qui nous représentent donc, ce sont les sénateurs. Ils doivent porter le plaidoyer du respect de la loi pour ce qui est des finances. Parce que c'est eux qui sont au plus près de ceux qui décident. Maintenant, les représentants du peuple qui sont à l'Assemblée nationale doivent aussi savoir qu'il vient un moment dans la République où ils doivent prendre leurs responsabilités sans égard à leur couleur politique. En se disant que, oui, nous sommes bel et bien du RDPC, un parti qui refuse de lâcher du lest en ce qui concerne les moyens et les compétences, mais quand même, c'est par la décentralisation que nous allons sortir ce pays de l'ornière. Madame, on ne peut pas continuer à attendre que la décision de construction d'une école, d'un hôpital, etc., soit prise à Yaoundé. C'est là l'une des causes de la crise anglophone aujourd'hui que nous ne magnifions pas en passant. Mais c'est une crise autonomiste. Des gens qui vous disent, pendant 10 ans, nous avons vécu dans un système où nous étions presque autonomes. Nous voulons rentrer dans ce système-là, pouvoir prendre nos décisions par nous-mêmes. Et nous croyons que c'est le meilleur système. Aujourd'hui, des gens, je le répète, continuent à croire à Yaoundé qu'ils peuvent s'asseoir sur 6 000 milliards, les gérer à partir de Yaoundé, pendant que les gens croupissent de faim. C'est ici, en Koktoum, dans ma tombe, que je sais de quoi a besoin mon père qui va au champ tous les jours, ma soeur qui n'arrive pas à trouver de l'eau potable, celle qui n'arrive pas à se soigner, etc. etc. C'est moi donc, en tant que conseiller municipal, qui suis au fait des besoins réels des populations de mon Koktoum, de mon Matom, qui peut donc mieux les porter. Il faut donc que le gouvernement central se décide définitivement à me donner, quand je dis moi, je dis le conseiller municipal, je dis le maire, les ressources nécessaires pour pouvoir satisfaire mes populations. Très bien, merci à vous Damien Makonmaoum pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal de la commune de Matom dans l'Union Ekele, c'est dans le centre du Cameroun. C'est moi qui vous remercie de donner l'opportunité au PCRN de donner sa position sur cette question importante. Une interview qui met également fin à ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Vous pouvez également nous suivre sur le canal 792 du bouquet Star Times. À très vite.